Et ce matin, on revient sur la guerre entre Israël et l'Iran. Le président américain qui joue de sa menace de diligenter des frappes sur Téhéran, puisqu'il y a quelques jours, il était encore opposé au déclenchement des hostilités. Désormais, il parle peut-être de frapper l'Iran d'ici 2 semaines. Pour en parler, nous sommes avec notre correspondant aux États-Unis, Sébastien Lévy. Bonjour Sébastien. Bonjour Ilana, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. On vous sollicite beaucoup en ce moment, Sébastien, parce que on a du mal à suivre effectivement le président américain Donald Trump, qui fait véritablement, je ne sais pas si c'est aussi votre point de vue, de la guerre Israël-Iran, son show finalement, une mise en scène, un spectacle pour lui. Qu'est-ce que vous en pensez, Sébastien ? Vous savez, il ne faut jamais oublier que Donald Trump était évidemment un promoteur immobilier, c'est aussi un ancien animateur de télé-réalité avec son show The Apprentice. Et il a dit en fait à ses équipes, il attendait que chaque journée soit comme une espèce d'un nouvel épisode dans un show de télé-réalité. Il veut que, voilà, il faut créer l'événement. Alors évidemment, on parle de choses évidemment extrêmement graves, et je pense qu'il y a vraiment chez Trump un don, un art de la mise en scène, c'est vraiment un homme du spectacle. Et je pense que c'est une situation aujourd'hui qui lui, je veux pas dire plaît, mais en tous les cas, dont il sait jouer. Il peut aussi d'ailleurs en jouer sans doute d'un point de vue diplomatique pour justement mettre une pression constante en fait sur tous les interlocuteurs et notamment en l'espèce sur les Iraniens. Mais il faisait exactement la même chose concernant les droits de douane. Il y a vraiment un art consommé de la mise en scène qui peut servir effectivement son dessin politique. C'est ce qui se joue en ce moment avec des allers-retours. Maintenant, pas exactement à quoi s'attendre. Et donc, quand Trump, avec quasiment gourmandise, personne ne sait ce que je vais faire, il y a un certain sourire, mais qui traduit aussi peut-être une démarche diplomatique pour laisser tout le monde dans l'incertitude. Alors, il divise Donald Trump au sein même de son propre camp, entre ceux qui sont pour une guerre interventionniste, ceux qui sont pour un isolationnisme total. Le président américain qui va devoir faire des choix, quitte à se couper aussi d'une partie de ses soutiens. On parle de rififi chez les MAGA, justement, Sébastien. Est-ce que vous pouvez faire le point pour nous ? Alors, il faut aussi se souvenir, MAGA, donc Make America Great Again, et la doctrine de Trump, depuis son entrée en politique, ça fait 10 ans à peu près, on vient de célébrer les 10 ans de l'entrée de Trump sur la scène politique. America First, ça veut dire l'Amérique d'abord. Et ça se traduit par 3 sujets principaux. Vous avez l'immigration, donc lutte contre l'immigration, les droits de l'homme, donc lutte contre les importations excessives de produits, et puis vous avez la guerre, lutte contre l'interventionnisme à l'extérieur. Donc vous avez vraiment ces 3 angles-là. On l'a vu effectivement de façon extrêmement déterminée sur la lutte contre l'immigration clandestine avec les excès, sur les droits de douane avec notamment donc le commerce, et la même chose sur vraiment le refus de l'aventurisme, le refus des guerres. C'est par exemple Trump était contre la Seconde Guerre en Irak, très réticent sur la guerre d'Afghanistan, et au cœur même de la doctrine trumpiste, vous avez cet isolationnisme. Simplement, il se trouve que dans la coalition républicaine, vous avez les MAGA purs et durs qui, pour le coup, écoutent cet aspect isolationniste que lui avait promu, et puis vous avez de l'autre, vous avez les républicains un peu plus classiques, plus interventionnistes, qu'on pourrait appeler les faucons un petit peu. Et donc vous avez aujourd'hui cette tension permanente entre les historiques qui se sentent un petit peu, si vous me permettez l'expression, cocus par rapport à ce revirement en cours de Donald Trump. Et puis vous avez les historiques, les républicains classiques, qui sont en train de pousser leur avantage pour obtenir ce qu'ils veulent, en l'occurrence sans doute des frappes sur l'Iran, puisque ça a toujours été leur position. Donc oui, il y a un certain rififi, notamment avec Tucker Carlson, qui est un polémiste extrêmement connu, qui avait énormément défendu Donald Trump. Et là, vous avez Donald Trump qui a dit « Je suis le seul à dire ce qu'est America First », en disant « Je suis le seul dépositaire de la doctrine trumpiste », mais clairement, vous avez des tensions réelles. Mais in fine, vous avez un sondage qui vient de sortir, 90% des républicains soutiennent Donald Trump, alors que c'est 65% seulement qui soutiennent Tucker Carlson, et ça a baissé depuis cette petite prise de bec entre les deux. Ça montre que Donald Trump, de toute façon, il y a une fidélité. Même si la base républicaine peut parfois être en désaccord avec la politique, ils soutiennent ce que Donald Trump dit et fait. Ou en tout cas, l'homme Donald Trump. Alors évidemment, dans le contexte de cette guerre entre Israël et l'Iran, on parle beaucoup aussi de Benjamin Netanyahou, de la relation entre le Premier ministre israélien et Donald Trump. Hier, le numéro 1 israélien a dit « On n'a pas besoin des États-Unis pour frapper l'installation nucléaire de Fordo ». Donc sous-entendu, on n'a pas besoin des bombes américaines, mais une contribution serait quand même bienvenue. C'est ce qu'a dit Benjamin Netanyahou. Comment vous interprétez peut-être ce rapport de force entre les 2 hommes ? Je crois que c'est assez bienvenu pour 2 raisons. Je pense que d'ailleurs, la meilleure façon de pousser Donald Trump à intervenir, c'est de lui faire comprendre que c'est sa décision à lui et qu'il le fait non pas pour l'intérêt d'Israël, et c'est ce qu'a rappelé le Premier ministre israélien en disant
on n'en a pas besoin, donc il faut que ce soit présenté comme un intérêt américain pour essayer de toute façon de faire coexister la notion d'America First. Ce sont les intérêts américains qui priment et personne d'autre. Et puis Donald Trump n'aime pas qu'on lui force la main. Donc je pense que c'était assez malin de la part de Benjamin Netanyahou de dire c'est la décision de Donald Trump, nous n'avons pas besoin, il fera ce qu'il veut. C'est aussi, et alors là je vais parler aussi en vivant aux États-Unis, en tant que juif aussi américain, je pense que c'est aussi assez important qu'ils le disent pour éviter que Israël soit présenté comme une espèce de puppet master, c'est-à-dire de quelqu'un en fait qui manipule les États-Unis. De fauteur de troubles. Il n'y a rien de pire. Oui. De fauteur de troubles, pardon, excusez-moi. Et donc, je pense que pour alimenter les clichés antisémites, rien n'est pire. Et on sait que les antisémites n'ont pas besoin de prétexte, mais celui-ci c'en est un bon en disant encore une fois les juifs qui seraient des fauteurs de troubles. Donc, je pense que c'est important de la part de Netanyahou, à la fois d'un point de vue dans sa relation avec Donald Trump, mais aussi par rapport aux juifs américains, d'avoir eu ces propos. Donc, je pense que c'est plutôt bienvenu. Alors, vous parlez justement du fait d'être juif aux États-Unis. Comment ça se passe aujourd'hui finalement pour les juifs américains par rapport à ce conflit entre Israël et l'Iran? Est-ce qu'on a des sondages? Est-ce qu'on a des informations sur comment voient les juifs américains les choses finalement? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus, Sébastien? Alors, il n'y a pas encore de chiffres sur les juifs américains par rapport au conflit en Iran. En revanche, il y a des chiffres sur la population américaine au sens large, notamment qu'il y a eu un sondage qui a eu lieu juste après la frappe israélienne contre l'Iran. Donc, il y a eu un sondage du 13 au 16 juin qui montrait, alors je vais juste vérifier, vous avez 60% des Américains qui sont contre une intervention militaire américaine, contre 16% qui soutiennent. Ce qui est intéressant, c'est que c'est plutôt transpartisan. C'est un petit peu plus chez les républicains, vous avez un peu plus de soutien puisque c'est 23% contre 15% chez les démocrates. Donc, c'est juste pour montrer, je pense que ça fait écho à ce que j'ai dit avant. Je pense que c'est très important que les juifs ne soient pas pointés du doigt en disant c'est à cause des juifs que d'une certaine façon les États-Unis rentrent en guerre, parce que cette action a l'air d'être assez mal vue assez mal en fait par l'opinion américaine. Donc je pense que c'est à cette qu'il faut aussi voir le danger qui s'inscrit dans un danger déjà extrêmement fort pour les juifs américains. Vous allez avoir dimanche un grand rassemblement à Washington de la part des principales organisations juives américaines qui vont aller s'adresser au Congrès, qui vont aller s'adresser à l'administration américaine pour demander des mesures extrêmement fermes pour la sécurité. Donc le climat est extrêmement tendu en ce moment et je dirais que ça n'est pas la peine de rajouter encore une flamme du fameux complot juif qui manipulerait les dirigeants du monde entier. C'est pour ça qu'on est vraiment dans un climat extrêmement tendu aux États-Unis pour les juifs américains. Alors il nous reste un peu de temps, Sébastien, à peine 2 minutes. Ce qu'il faut dire, c'est que ce 20 juin 2025 marque un anniversaire. Ça fait 5 mois, jour pour jour, que Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche. Concrètement 5 mois de sa politique bulldozer, on peut le dire, menée tambour battant donc par le président des États-Unis. 5 mois pendant lesquels l'administration fédérale américaine a été poursuivie aussi en justice à quasi chaque niveau de mise en œuvre de son programme. Qu'est-ce que vous retenez justement de ces 5 mois de présidence Trump, peut-être pour terminer, Sébastien? Moi, je dirais, je pense qu'à cet égard, je pense que la situation actuelle concernant l'Iran, c'est un peu un concentré de ce qu'est Trump, c'est-à-dire la notion d'imprévisibilité, la notion de quelqu'un qui est toujours au centre du jeu, de quelqu'un qui est même épuisant, qu'on soit partisan ou opposant à Trump, il y a un côté épuisant, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui fait toujours l'actualité, de quelqu'un qui peut changer d'avis, de quelqu'un donc qui est au centre du jeu. Il y a donc cet art de la mise en scène. Donc il se passe toujours quelque chose. Simplement, quand on parle de sujets notamment très importants comme l'immigration, comme l'économie et maintenant comme des histoires de guerre ou paix, c'est extrêmement fatigant pour un pays. Je pense que vous avez un pays aux États-Unis qui est à cran, qui est de plus en plus polarisé, de plus en plus divisé. Trump n'a pas et clairement il n'a jamais dit qu'il entendait réunir le pays. Il a tendance à le polariser, de l'exciter dans le mauvais sens du terme. Pour vraiment, vous avez un sentiment de colère très fort et vous avez chez ses partisans aussi une volonté d'en découdre contre ses opposants. Donc je dirais un président qui est toujours au centre du jeu, qui hystérise un petit peu le débat politique, c'est ça qu'on a vu en 5 mois. Et c'est vrai, quand on pense que ça ne fait que 5 mois qu'il est à la Maison-Blanche, c'est assez étonnant parce qu'on pourrait penser que ça fait au moins 2 ans et demi. Moi, je compare souvent les années Trump aux années, on dit souvent qu'une année pour un chien, c'est 7 ans pour un humain. Je dirais que c'est à peu près la même chose. Une année Trump, c'est à peu près 7 ans pour un humain classique. Merci beaucoup, Sébastien, pour cette comparaison. Sébastien, on vous retrouve lundi matin avec toujours autant de plaisir. Je vous dis à lundi. Le Forum Radio J. Retrouvez tous les dimanches à 14h10 le